Bonjour à vous, Sandrine Koenig. J'espère que tout le monde m'entend et bienvenue donc à ce webinaire. Donc nous allons partir pour 1 heure maximum. On va essayer d'être dans les temps. Le titre de ce webinaire aujourd'hui est Prévention des risques psychosociaux, des aides à l'action. Ce webinaire est organisé donc par les 2 CARSAT, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, avec Nelly Sierra, Carole Allard et moi-même, Sandrine Koenig. Nous avons également la participation de Frédéric Renier, Louise Soulier qui a des petits soucis de connexion, on verra qu'elle puisse témoigner par téléphone. Également Thomas Hermal, contrôleur de sécurité à la CARSAT Languedoc-Roussillon, et Anne Zinet qui est avec nous pour l'organisation de ce webinaire. Notre intervention va se dérouler en 2 temps. Pourquoi et quand agir? Nous aurons donc des témoignages d'employeurs, de contrôleurs de sécurité, de psychologues du travail. Pour quels résultats ils nous apporteront les résultats de terrain qui ont été obtenus suite à ces actions. Deuxième partie, comment se faire accompagner. Nous vous présenterons les offres d'accompagnement des CARSAT. Et pour poser vos questions, eh bien, Anne Zinet s'occupera de remonter vos éléments. Alors, je précise avant de laisser la parole à Carole que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui se trouve en bas à droite de votre écran où il y a marqué « Questions ». Et je vous incite à les mettre dedans. Et le chat sert uniquement à nous dire bonjour et à nous saluer. Et on est content que vous soyez avec nous ce matin. À toi, Carole. Alors, première partie, pourquoi et quand agir. Donc, nous allons avoir des témoignages. Témoignage de Thomas Hermal, contrôleur de sécurité à la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui décrira en fait le rôle du contrôleur dans sa démarche et comment en fait le contrôleur est un interlocuteur privilégié des entreprises dans ce cadre. Monsieur Régnier, que nous remercions d'être présent, qui est coprésident de Nature et Progrès, association de 10 salariés, et qui a initié une démarche de prévention des RPS et qui répondra pourquoi il l'a engagé, à quel moment et comment il a procédé. Merci à tous les deux et nous vous écoutons. Donc, bonjour, Thomas Hermal, je suis contrôleur de sécurité à la CARSAT Languedoc-Roussillon sur le secteur du Gard. Dans le cadre de mon activité, j'ai été contacté par l'association Nature et Progrès qui voulait obtenir une subvention de la CARSAT afin de mettre en place une démarche sur les risques psychosociaux. L'association m'a informé qu'elle souhaitait réaliser une formation RPS à la demande de ses salariés et que la direction voulait aller plus loin en faisant appel à une consultante extérieure. Son objectif était d'établir un diagnostic, d'avoir un accompagnement en prévention des risques psychosociaux et d'établir un plan d'action. Je vais laisser M. Régnier, coprésident de l'association, vous présenter pourquoi et à quel moment il a décidé de mettre en œuvre cette démarche et comment il a procédé. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu le contexte de notre association. Donc, nous avons 10 salariés, mais nous sommes une association nationale qui est une fédération d'associations et dont l'activité a augmenté fortement ces dernières années. Donc avec un nombre de salariés qui a augmenté aussi et des anciens bureaux employeurs qui géraient l'activité salariale, on va dire d'une manière un peu classique, associative, c'est-à-dire avec un défaut de professionnalisation. Et donc nous, notre conseil d'administration, qui est plus large que le bureau, a été alerté par des salariés sur des questions de surcharge de travail, de défaut d'organisation dans le travail et des conflits plus ou moins larvés entre salariés et entre salariés bureaux et des conflits qui traînaient, qui n'étaient pas traités. Donc on a constaté des effets de démotivation, de perte de sens, mais aussi des arrêts maladie et un turnover important parmi nos salariés. Donc on avait des bureaux qui étaient un peu démunis face à des salariés en souffrance qui essayaient de bien faire, mais qui n'avaient pas les outils et pas la formation. Alors,
pourquoi, à un moment donné, un bureau a décidé de se lancer dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux? Bon, d'abord, c'est à la demande des salariés via un CSE. Mais c'est aussi à la faveur d'un gros travail entamé sur la gouvernance de notre fédération qui allait de toute manière impacter l'organisation du travail et le travail des salariés. Donc, à peine avions-nous entamé ce travail sur la gouvernance que déjà on avait des retours de salariés qui nous disaient mais on ne se sent pas associé au processus de changement et donc ça rajoutait de la souffrance alors que ça avait pour but d'améliorer les choses. Donc, le conseil d'administration a élu un nouveau bureau qui s'est lancé dans cette démarche. Et comment nous avons procédé? D'abord, on a pris des renseignements par nous-mêmes sur le site de la CARSAT, puisqu'il y a énormément de documents qu'on peut trouver, des outils d'autodiagnostic, des choses comme ça, et puis se forger une culture préliminaire sur les risques psychosociaux. Et puis ensuite, on a contacté notre contrôleur de sécurité, donc M. Thomas Hermal, dont dépend notre association, et également une intervenante dont on trouve la liste sur le site de la CARSAT. Alors, il se trouve que on a contacté quelqu'un qui était proche géographiquement, qui avait des compétences en psychologie du travail, et c'est très bien tombé. Parce qu'on s'est bien entendu avec elle tout de suite, on s'est compris. Donc, on lui a fait une demande préalable qui était de nous former aux risques psychosociaux. Et puis, suite à ce premier entretien, elle nous a proposé en fait d'avoir une démarche plus complète. Elle nous a informé sur les possibilités de financement d'un programme plus complet. Et donc, on est parti sur une formation, diagnostic et plan d'action, donc un programme plus long qui dure plusieurs mois, plus ambitieux. Et cette intervenante, donc tout de suite, a fait le lien avec la CARSAT, avec Thomas Hermal, pour vérifier un peu les aspects administratifs, les aspects de prise en charge, et puis voir à ce que la proposition qu'elle nous a faite corresponde bien à nos besoins aussi, avec la CARSAT. Donc, les grandes étapes, rapidement, de ce formation, diagnostic, plan d'action, c'était d'abord la définition d'un groupe projet, parce que c'est très important qu'on ait une participation multipartite, c'est-à-dire des salariés, des bénévoles qui sont en lien avec les salariés, le bureau qui est employeur, et puis des membres du conseil d'administration, pour tout au long de la démarche, valider cette démarche régulièrement, faire des retours. Ensuite, il y a eu une évaluation des risques psychosociaux avec des entretiens individuels et collectifs avec les salariés, mais aussi des administrateurs. Donc, des entretiens individuels collectifs. Et puis, la formation proprement dite et des ateliers qu'on appelle formation-action, c'est-à-dire à la fois de la formation, mais en même temps, déjà sortent au cours de cet atelier des préconisations qui se traduiront après dans le plan d'action. Et puis, la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, c'est la co-construction d'un plan d'action qui doit se traduire évidemment et s'incarner dans le document unique d'évaluation des risques, mais plus largement, ce plan d'action, il dépasse ce document-là. Et donc, on n'a pas tout à fait, nous, terminé notre démarche, puisque il y a un engagement à prendre dans la durée, un engagement fort de la part de l'employeur, et surtout une évaluation des actions. Et donc, on a encore un rendez-vous prévu ce printemps avec notre intervenante psychologue du travail. Donc, moi, je tiens à souligner que, d'après moi, ce qui a permis la réussite de cette action de prévention, c'est qu'il y a eu une vraie volonté de la direction de mettre en œuvre la démarche. On a eu une démarche participative des acteurs de l'association qui a été orchestrée par l'intervenante extérieure, en l'occurrence Christelle Toubert, qui a déployé la méthodologie qui a été préconisée par l'INRS.
En ce qui concerne la CARSAT, il faut savoir que nous pouvons vous accompagner dans la prévention des RPS. Nous disposons de référents RPS. On met à disposition des formations et des brochures pour les entreprises sur cette thématique. On a également des listes de consultants extérieurs qui sont référencés par nos services et nous proposons aussi des subventions. C'est notamment le cas sur Nature et Progrès où nous les avons accompagnés à la fois sur le terrain et à la fois financièrement. Merci Thomas, merci Monsieur Régnier. Donc, comme l'a évoqué Thomas, comme l'a évoqué Monsieur Régnier, les CARSAT disposent en fait de moyens pour accompagner les employeurs et nous avons référencé des consultants en prévention des risques psychosociaux et nous allons avoir le témoignage de Louise Soulier qui est une consultante de la CARSAT MIDIPI référencée. Donc, Louise, si vous pouvez apporter votre témoignage, c'est-à-dire ce que vous faites, c'est-à-dire l'accompagnement de TPE et les points clés que vous avez pu mettre en évidence lors de ces accompagnements. Donc, Louise Soulier, je l'ai au téléphone. Apparemment, la connexion n'est pas très facile. Est-ce que tu nous entends, Louise? Alors, du coup, à voir effectivement en mettant le haut-parleur, voir, voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui, très bien. Oui, on entend Louise. C'est parfait. Donc, à titre d'exemple, je veux vous parler d'une petite entreprise parce que les petites et très petites entreprises sont chères à mon cœur et à mon activité professionnelle. Donc, c'est une petite entreprise qui est spécialisée dans l'aménagement de cuisine. L'employeur, comme souvent, a appris le métier en tant que salarié dans diverses enseignes. Il y a eu une expérience qui a été assez douloureuse et il s'est dit qu'il voulait créer son entreprise, mais qu'il ne voulait pas que ses salariés vivent ce qu'il avait vécu. Donc lui, il s'est trouvé confronté à une forte pression pour le chiffre, une exécution approximative, du moment qu'on respecte les délais, que l'argent rentre, et son idée, c'était de créer une entreprise où il y avait un travail de qualité qui satisfait le client, mais un travail dont on est fier aussi, et dans un environnement de travail bienveillant, respectueux. Et c'est ce qu'il a fait, ce chef d'entreprise. Et puis, depuis les confinements, il s'interroge sur sa place et son rôle dans l'entreprise, sur l'impact du travail dans sa vie personnelle, sur sa santé. Et quand je le rencontre, il me dit que pour lui, même s'il aime son travail, même si son entreprise c'est son bébé, même s'il a de la peine pour ses salariés, la seule solution qu'il imagine pour résoudre ces difficultés, ça va être de vendre l'entreprise et puis après, il verra. Mais il accepte, et toute l'équipe accepte, de réaliser un diagnostic des risques psychosociaux. Et pendant et à la suite de ce diagnostic, il se rend compte que ses salariés se faisaient du souci pour lui et pour l'entreprise, que ses salariés avaient des idées pour améliorer les choses, que ces idées lui conviennent et que ses attentes à lui sont bien acceptées par les salariés. Donc, dans le plan d'amélioration que nous avons construit à la suite du diagnostic, on trouve des actions qui vont permettre de limiter les oublis, les erreurs à toutes les étapes d'un projet, depuis la conception jusqu'à la pose et la livraison. On trouve des actions à destination des clients, des sous-traitants, du service comptable, et on trouve des actions qui vont asseoir l'autonomie de chacun avec une répartition de responsabilités, parce que l'objectif, c'est de favoriser l'autonomie, mais la dynamique de l'entreprise et sa capacité à réagir. Et en faisant ça, on répond à un souhait très fort de l'employeur qui était de prendre du recul et d'être plus dans le support que la prise en compte des projets, la prise en charge complète des projets de A à Z. Et puis un autre souhait important pour lui qui était de développer une démarche commerciale dans des secteurs très spécifiques. Voilà le témoignage que je voulais apporter sur ce type d'intervention. Merci beaucoup, Louise. Merci, Louise. Merci beaucoup. Donc,
Nous avons eu 3 témoignages différents sur pourquoi et quand agir. J'imagine que peut-être vous avez des éléments, des choses qui vous intéressent. Et Sandrine va vous apporter un éclairage plus spécifique en fait sur les risques psychosociaux et leurs conséquences. Oui, avant de vous passer un petit temps à vos questions, bien sûr, sur ces témoignages, pour rappel, 3 diapos, le pourquoi agir, et vous avez eu des éléments avec Monsieur Régnier notamment, et Madame Soulier également. Pour rappel, effectivement, les risques psychosociaux concernent les risques de stress et de violence au travail. Et effectivement, aujourd'hui, on voit, en tout cas au niveau des CARSAT, des entreprises qui nous contactent pour des risques avérés. Les conséquences perçues, effectivement, et les témoignages apportent des éléments là encore, sont au niveau des conséquences pour les salariés. On parle d'épuisement professionnel, de maladies cardiovasculaires, de pratiques addictives, de troubles musculo-squelettiques. Ça va tout à fait avec les risques psychosociaux. Également l'anxiété, les actes suicidaires possibles. Également pour l'entreprise, il y a quelquefois observation d'un absentéisme, d'un turnover, d'une dégradation de la production ou de la qualité. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être des signaux d'alerte par rapport à ce qui est vécu par les salariés dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise. Alors, pour rappel également, et si vous ne l'avez pas vu, on vous adressera effectivement là les liens, et il y a le document notamment ED de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, ça commence toujours par ED, le ED 6349, qui vous indique quand agir, c'est-à-dire lors de 4 circonstances possibles. Alors, l'idée, c'est de commencer par une, effectivement, c'est l'évaluation des situations de travail existantes. On parle plus d'évaluation, effectivement, que de diagnostic. Quelquefois, on parle de diagnostic quand un consultant externe accompagne. Il y a aussi l'évaluation en cas de changement, et on connaît le nombre de changements importants que vivent les entreprises. C'est peut être suite à une alerte ou à une plainte, et c'est pouvoir l'entendre, cette plainte. On en parle notamment dans le cadre des violences sexuelles et sexistes au travail, mais pas seulement. Et également lors d'une atteinte à la santé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle déclarée. Je vous renvoie là au petit film sur le site de la CARSAT Midi-Pyrénées avec cette petite animation voilà, qui vous présente ces 4 circonstances en 2 minutes, 2-3 minutes. Voilà, ça vous expliquera, en tout cas, ça vous apportera quelques éléments importants de quand agir. Enfin, dernier point de rappel, pourquoi agir? C'est par rapport notamment aux enjeux liés aux risques psychosociaux, et on voit l'intérêt de cette approche prévention des risques professionnels par rapport au fonctionnement de l'entreprise. D'abord, d'un point de vue de la responsabilité sociale et juridique de l'entreprise, également au niveau de la performance, de la production et des différents coûts. Enfin, la prévention qu'on peut appeler continue ou une politique de prévention des risques psychosociaux apporte plus de motivation, d'innovation, de sens au travail. On a l'exemple avec Louise Soulier. Également pour l'attractivité de l'entreprise, et on sait qu'aujourd'hui, depuis la période Covid, la difficulté, ou en tout cas des questionnements sur le recrutement, la fidélisation des ressources humaines au sein de l'entreprise, également au niveau de l'image. Enfin, ce que l'on observe, nous, CARSAT, et je pense aussi en discutant avec un certain nombre d'entreprises, cette approche prévention met de manière obligée les salariés et bien sûr le dirigeant, tout le monde est concerné en tant qu'acteur et apporte une réflexion sur le travail. Quand on parle des risques psychosociaux, en fait, on parle avant tout du travail, des situations de travail, des choses qu'on puisse améliorer, des choses dont on est fier dans l'entreprise, et des difficultés ou des aléas en fait que l'on peut rencontrer et que l'on peut solutionner. Voilà en tout cas le petit rappel sur les intérêts
quand et pourquoi agir. Merci Sandrine. Nous allons donner la parole à nos auditeurs et qui vont avoir sûrement des questions pour Louise, Frédéric ou Thomas. Donc, écrivez les questions sur questions. Alors, je donne la parole déjà à Christine qui pose une première question. Comment peut-on, j'espère que vous allez voir la question, comment peut-on avoir accès aux fiches RPS? Alors, Louise, vous pouvez répondre en direct si vous voulez. Je vais donner la parole à Sandrine. Alors, oui. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle fiches RPS, les fiches. Alors, peut-être que Christine va préciser sa question. En attendant, je vous pose la question que demande Baptiste. Existe-t-il un lien entre structure à forte valeur et RPS? Comment l'expliquer? Exemple des associations et scopes dans lesquelles les prises de décision sont plus horizontales. J'affiche la question de Baptiste. Alors, je pense qu'on peut avoir une double réponse. On peut peut-être avoir le témoignage de M. Régnier sur cette approche, de par, je dirais, son fonctionnement. Et peut-être si Sandrine veut après compléter plus sur la thématique des RPS. Monsieur Régnier, votre micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, dans le monde associatif, on a les valeurs et le sens qu'on donne au travail sont très importantes parce que on a des salaires qui sont assez bas, peut-être par rapport à des entreprises plus classiques ou au privé, et donc c'est absolument compensé par des valeurs qui doivent vivre. Et quand il y a un décalage dans la manière dont est vécu le travail et l'organisation du travail et le sens du travail et les valeurs qui sont affichées, là tout de suite on est au cœur des risques psychosociaux, et en tout cas pour nous ça a mis en lumière vraiment qu'il fallait pouvoir redonner du sens et que les salariés puissent retrouver de la motivation. Donc oui, la question des valeurs, on la retrouve tout de suite, quoi. Oui, pour donner la parole à Louise Soulier qui souhaite compléter la réponse. Alors, je mets le haut-parleur. Merci. Une précision, effectivement, les valeurs, le sens qu'on donne au travail est important. Peu importe la structure de l'établissement. Ce n'est pas la structure qui compte le plus aujourd'hui. Effectivement, les valeurs, le sens qu'on donne au travail, ça a de l'importance. Mais peu importe la structure. On peut être une structure en apparence très coopérative et pourtant se retrouver dans le quotidien de l'activité, dans des difficultés de communication, du sens de son activité propre, même si l'activité de l'établissement, lui, son activité, elle a un sens. Donc, pour moi, ça n'est pas une structure. C'est la manière dont on l'organise. C'est cette organisation-là qui va être source de facteurs ou de ressources psychosociales. Merci. Okay. Merci Louise, merci. Une question de Mathieu. Peut-être. Oui, Monsieur Régnier, Monsieur Régnier souhaite ajouter un élément. Allez-y, Monsieur Régnier. Voilà, je voudrais juste rajouter quelque chose parce qu'en fait, la question par rapport au scope fait mention de l'horizontalité dans le fonctionnement des scopes. Et là, mon témoignage, c'est que dans la Fédération Nature et Progrès, on a aussi ce souci d'horizontalité. Mais ça a tendance à compliquer les choses parce que quand les rôles, les fonctions ne sont pas clairs et quand tout le monde peut intervenir pour prescrire du travail au niveau du salarié, c'est un des facteurs de souffrance. Donc, parfois, il y a besoin d'une grande clarification là-dedans. Et nous, en tout cas, c'est le travail qu'on a eu à faire. Voilà. Merci pour ce complément d'information. Alors, une question de Mathieu. Quels sont les moyens de prévention à mettre en œuvre pour anticiper les RPS? Est-ce que Sandrine veut prendre la question? Oui, alors on rejoint effectivement les enjeux que j'ai cités. Il y a l'obligation
d'évaluer les risques psychosociaux comme tous les risques professionnels. Et c'est à ce titre-là, et on va vous présenter quelques éléments d'accompagnement, d'outils, d'aide aussi, formation, financement. C'est de faire, en tout cas la réponse est de faire l'évaluation des risques psychosociaux et de mettre en œuvre des solutions pour diminuer en tout cas ces risques si vous en trouvez. Ok, Sandrine, je continue. On poursuit. On poursuit. Alors, il y a pas mal de questions, je préfère vous le dire. Il y en a à peu près 5 ou 6. La question de Christian. Nous envisageons de faire un audit RPS avec un intervenant dans les jours qui viennent. Pouvez-vous nous donner une idée du coût? Alors, peut-être que je peux répondre. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous avez besoin qu'un consultant, et je pourrais peut-être laisser la parole aussi à Louise Soulier, soit vous avez besoin d'un consultant qui va faire toute la démarche parce que vous n'y connaissez rien. Et là, effectivement, cela peut prendre quelques jours. Après, cela dépend aussi de l'effectif de votre entreprise. L'autre façon, c'est de se faire accompagner avec l'idée d'une formation action dont vous parlez, Monsieur Régnier. Et là, en fait, le nombre de jours peut être plus court. Voilà, c'est quelques jours, voilà, avec un consultant pour un transfert de compétences qui va vous aider à réaliser l'évaluation avec différents outils, ou c'est le consultant qui fait tout, les entretiens, les réunions, etc. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Louise? C'est bon pour toi? Donc, c'est bon pour… Sandrine, est-ce que tu peux donner une indication quant au prix de journée demandé par un consultant? Alors, le prix de journée demandé par un consultant, on n'est pas à Paris, c'est plutôt autour de 1 000 € en Occitanie. Voilà. Et ça peut être 4, 5, 6 jours pour un accompagnement, voilà, pour une première unité de travail, ou ça peut être 10, 15 000 €, on va dire, s'il y a une plus grosse entreprise pour réaliser un diagnostic tel qu'on l'entend. Et Christian, rajouter un complément? Oui, Monsieur Régnier peut peut-être nous dire aussi, pour son expérience, sur combien de jours ils ont engagé l'action? Je ne saurais pas vous dire précisément, ça a duré quelques mois, avec évidemment des pauses parce qu'il y a besoin d'un temps de maturation important. Voilà. Moi, si vous voulez, Monsieur Régnier, je peux répondre à cette question. En fait, l'intervenante a prévu une période de 9 mois de travail et elle a eu environ 10 jours d'intervention. Je crois que c'est 9 jours qui étaient prévus à la base. Donc voilà, elle a 9 jours en entreprise et après, la durée de l'intervention, c'est sur une période de 9 mois. Parfait, Thomas, c'est très clair comme réponse. Merci. Je précisais juste que Christian disait qu'il avait 60 salariés dans son entreprise. Autre question de Christine. Avez-vous une documentation à disposition des employeurs, type fiche prévention? Alors là, effectivement, on va pouvoir apporter des éléments sur nos sites, sur le site INRS, avec les différents outils. On va en parler dans la deuxième partie. Ok. Une question d'Amandine. Comment faire un diagnostic sur les RPS au sein de l'entreprise sans faire intervenir d'intervenants? Alors là aussi, il y a effectivement un tutoriel, il y a des outils INRS, notamment l'outil Faire le point, avec des explications, le tutoriel, et vous pouvez vous lancer dans cette démarche d'évaluation. Attention, c'est important quand même de suivre au moins à minima une formation en prévention des risques psychosociaux avant de se lancer. Nous allons détailler dans la deuxième partie du webinaire tous ces aspects-là. On va vous parler de formation, on va vous parler de méthode et vous proposer différentes pistes pour avancer sur ces questions. Il est 11h30 environ. J'ai 7 nouvelles questions. Francis qui demande pourquoi y a-t-il une telle différence entre les moyens mis en place pour la QVT et le bien-être au travail alors que l'on interroge le personnel? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi y a-t-il une telle différence entre les moyens mis en place, c'est-à-dire de la part de l'entreprise. Je pense que c'est ça, oui. Alors, je ne sais pas quelle est la différence que cette personne perçoit. La QVT, ce n'est pas la prévention des risques professionnels. Le bien-être au travail non plus, même si ça y participe.
il y a effectivement une méthodologie pour la prévention des risques professionnels. Il y a des obligations, il y a des droits. Donc, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. On va laisser peut-être Francis reformuler sa question. Une question de Mélitine. Bonjour, une fois qu'on a diagnostiqué et évalué le risque dans le DERP, comment faire pour avoir un plan d'action efficace? PS, j'ai utilisé l'outil RPA-DU de l'INRS avec le questionnaire en groupe de travail. Elle ne nous donne pas le résultat. L'efficacité, vous le verrez quand vous mesurez les effets de ces solutions mises en place. Et c'est bien effectivement la boucle de prévention. Et sinon, c'est votre prochaine évaluation qui déterminera si vos actions auront été efficaces, s'il faut les compléter, s'il faut les généraliser, s'il faut en chercher d'autres. Je ne sais pas si, Monsieur Régnier, vous souhaitez, vous, apporter quelque chose par rapport à votre expérience sur les actions mises en place. Oui, je crois qu'il y a un temps de témoignage un peu après là-dessus, sur les effets et les impacts. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on part de situations identifiées qui sont insatisfaisantes et qu'on met en place une action, le but, c'est bien de faire bouger tous les acteurs pour qu'il y ait des choses qui changent. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera content après, et que peut-être il faudra remettre une autre action derrière et relancer un cycle par là-dessus, ce qui ne sera pas forcément une démarche très lourde à faire d'ailleurs, puisqu'on aura pris des habitudes. Simplement, ce plan d'action, ce n'est pas un document écrit qui est figé, c'est quelque chose qui doit être vivant. Et là aussi, l'engagement de tous les acteurs, et notamment du groupe projet, il est très important là-dedans pour continuer de le mettre en discussion, de l'évaluer et de le garder vivant. Ce que je souhaite ajouter, ce que je dis aux entreprises, c'est une démarche d'amélioration continue, de prévention continue. Vous ne trouverez pas de solution à tout lors d'une première évaluation, mais les choses vont se faire dans le temps avec la participation d'autres salariés où ils énonceront d'autres problématiques, d'autres points forts et d'autres problématiques à résoudre également, d'année en année. Merci Sandrine. Une autre question de Marie-Christine qui nous dit la médecine du travail ne peut-elle pas intervenir? Alors, je vois que M. Régnier a répondu, peut-être dire à haute voix. Donc, la médecine du travail, on l'avait contactée aussi. Simplement, elle nous a dit, mais nous, de notre côté, on n'est pas outillés pour faire des diagnostics sur ces questions-là. Par contre, ils ont participé et ils étaient invités à participer au groupe de projet, au groupe de pilotage tout au long de la démarche. Après, d'autres services de prévention et de santé au travail proposent effectivement des évaluations. Cela dépend, renseignez-vous auprès de votre service de prévention et de santé au travail. Une question de Sylvie. Pour les personnels de la région Occitanie, peut-on se faire accompagner ou avoir un interlocuteur? Personnel de la région. Ce qui veut dire qu'on est sur une institution, une collectivité locale. Hein. Ça doit être ça l'idée. Hein. Oui, tout à fait. Ça doit être ça l'idée. Oui, je dirais pourquoi pas. Il n'y a pas de statut juridique qui empêcherait une institution de se faire accompagner par un interlocuteur. On intervient aussi auprès des collectivités locales et territoriales. Il y a également les centres de gestion qui peuvent les aider, mais effectivement, comme tu dis, Carole, ils peuvent aussi nous contacter. Ouais. Très bien. Une question de Bénédicte. Les gérants d'entreprise cotisent. Ne faudrait-il pas les aider, entre guillemets, pour leur faire prendre conscience de ces risques? Les aider, c'est le but de ce webinaire, justement. Et la position de dirigeant est concernée par la prévention des risques professionnels, d'abord pour eux-mêmes. Nous avons vu avec Carole Allard et Nelly Sierra, dans le cadre d'une formation action que l'on réalise, il y a la dirigeante qui a fait l'évaluation de son propre poste dans le cadre d'un EHPAD. Et bien sûr, tout le monde est concerné par les risques professionnels. Très bien. Alors, je n'ai plus de questions. Cependant, je vais vous faire part un petit peu dans le chat des réactions en essayant d'aller vite. On nous demande s'il y aura un replay. Oui, le replay sera à disposition à la fin du webinaire.
J'ai comme question de Valérie, enfin comme remarque de Valérie, très intéressant car ça remet la place de l'équipe dans l'organisation du travail. Hop là, moi aussi j'ai des petits soucis de connexion. Mélanie demandait est-ce qu'on peut réagir sur les témoignages. Je pense que tout le monde a un petit peu réagi. Et après, j'ai... Alors, vous allez y arriver, hein, Carole et Nelly. Mélanie demande, vous parlez de diverses aides, mais y en a-t-il de financières, s'il vous plaît? Par exemple, je suis gérante d'une micro-crèche et mon équipe se plaint parfois de maux de dos. J'ai essayé d'adapter le matériel, lit en hauteur, ballon, mais a priori, cela ne suffit pas. J'envisage aussi une formation gestion des postures. Alors, bon, gestion des postures, c'est peut-être pas la meilleure formation à proposer. Je partirai plus sur la formation PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique, secteur sanitaire et social, hein, puisqu'il y a une formation spécifique pour le secteur des crèches et de la petite enfance. Il est possible de travailler, mais ma collègue y reviendra, donc sur les aides financières, je laisserai Nelly expliquer tout ça, mais on a la possibilité d'accompagner les micro-crèches sur les aspects de prévention des TMS, mais également aussi des risques psychosociaux, parce que souvent, c'est deux risques qui sont fortement liés. Voilà, plus de questions pour le moment. Alors, pour quel résultat? Monsieur Régnier a un petit peu fait un teasing. Il va donc, avec Louise, nous expliquer aussi, de par leur expérience, qu'est-ce que ça a donné, quels ont été les résultats ou les impacts suite à la démarche de prévention. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Régnier et puis ensuite, Louise apportera ces éléments. Et puis, vous voyez également des petites séquences sur la droite de la diapo. Ce sont des témoignages de chefs d'entreprise qui ont mené des expériences de prévention des TMS et qui apportent leurs témoignages sur le site de la CARSAT Midi-Pi. Donc, vous avez des services d'aide à domicile, vous avez différents secteurs d'activité. Donc, n'hésitez pas à aller les voir aussi. C'est toujours intéressant d'entendre ce qu'ont fait les autres entreprises. Monsieur Régnier, si vous voulez nous faire part de votre retour. Alors, les résultats, la première chose, c'est immédiatement, dès qu'on se lance dans la démarche, c'est l'ouverture d'un espace de dialogue. Et même si dans le milieu associatif, on a une proximité entre un bureau employeur et des salariés, là, cet espace de dialogue, il a la particularité d'être géré par un tiers qui est professionnel et qui a des compétences, qui apporte une garantie de neutralité et surtout des outils pour pouvoir un peu déplier des situations qui sont complexes, alors qu'on aurait tendance à simplifier un peu les choses et à ne pas voir tous les aspects qui devraient être abordés. Ensuite, pour nous, ça a été l'occasion de créer une culture commune, d'identifier les points chauds, les points les plus chauds sur lesquels on devait agir prioritairement, de garder à l'esprit des zones de vigilance. Et la difficulté, évidemment, c'est de diffuser cette culture à tous les acteurs qui sont concernés, et notamment dans le milieu associatif, puisque les gens ont un engagement dans la durée, mais ensuite ils quittent. Donc, il ne faut pas que cette culture, elle soit propriétaire de certaines personnes, mais qu'elle appartienne à des fonctions. Et donc, la fonction employeur doit absolument avoir cette culture-là et la partager avec les salariés, et notamment les délégués du personnel. Donc, encore une fois, l'engagement de tout le groupe employeur et le groupe de projet, il est fondamental là-dedans. Donc, nous, ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, c'est les résultats, enfin en tout cas ce sur quoi on a travaillé, c'est qu'on est passé d'un travail qui était un peu en roue libre à un retour de balancier avec du micromanagement, avec tous les effets négatifs que ça peut avoir. Et puis maintenant, on a essayé de rééquilibrer les choses en essayant d'avoir et de définir un cadre de travail vivant avec des orientations, des moyens, des objectifs, des rôles, etc.
Et dans le milieu associatif, alors ça c'est fondamental, hein, c'est de définir quelles sont la place des salariés, quelles sont la place des bénévoles, qui prescrit du travail, qui ne prescrit pas du travail. Voilà, là c'est vraiment, c'est un milieu particulier, hein, contrairement à l'entreprise. Il n'y a pas ces questions-là dans l'entreprise, mais en tout cas dans le milieu associatif, ça c'est fondamental. Et donc on a travaillé beaucoup sur la question de la reconnaissance, qui est assez large en fait, hein, parce que c'est à la fois dans le relationnel, ça se traduit aussi dans la politique salariale, mais aussi c'est des plans de formation, c'est la possibilité pour les salariés de pouvoir construire un sens plus globalement dans leur travail. Et donc tout ça, on a pu le travailler. Les impacts pour nous, assez rapidement, ça a été un climat plus apaisé, de la motivation qui est revenue, de la confiance et une gestion du travail de notre côté employeur, qui était plus réactive parce qu'on était outillés, en tout cas. Voilà pour le témoignage des effets qu'on a constatés. Merci, témoignage éclairant et encourageant, hein, je dirais, puisque vous n'avez pas encore fini, hein, vous êtes encore dans la démarche, donc c'est très positif. Est-ce que Louise Soulier, qui est consultante RPS auprès de la CARSAT Midi-Pi, peut elle aussi apporter un exemple de résultat ou d'impact? Oui, je veux bien. Juste, tu m'entends, Sandrine? Oui, on t'entend. Bien, parfait. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, puisque voilà, c'est ce que je retrouve, et pour peut-être compléter aussi la réponse qui a été donnée à une dame qui posait une question sur le diagnostic et puis le plan d'action, comment on fait. Le plan d'action, si je reprends l'entreprise dont je vous ai parlé, ils ont réalisé que les fabricants, ceux qui fabriquaient le matériel qu'ils allaient poser, les fabricants ne suivaient pas leur plan. Les fabricants arrivaient sur le terrain, prenaient leur cote, fabriquaient leur matériel, le déposaient là, et eux, en arrivant, devaient faire face à toutes les erreurs, puisqu'ils n'avaient pas prévu qu'un carrelage devait être posé, qu'une fenêtre devait être percée. Donc, comment faire pour que les métraits des fabricants correspondent réellement aux métraits du projet? Ça, c'est dans le diagnostic, c'est sorti dans le diagnostic comme quelque chose qui est une vraie source de risque à divers niveaux. Le plan doit s'attacher à résoudre cette difficulté. Comment? Eh bien, c'est là que chaque entreprise, chaque collectif y répond à sa manière. Eux, là, ont décidé de systématiquement fournir un plan technique et un plan qu'ils appellent le plan placo. C'est-à-dire que le fabricant a réellement toutes les cotes et ne peut plus se dédouaner. Mais une entreprise aurait pu choisir d'aller à divers moments sur le chantier, faire des contrôles, aller rencontrer les fabricants. Plusieurs manières sont possibles. Eux, dans leur plan, ils ont choisi de faire de la manière suivante. Et effectivement, dans quelque temps, dans 6 mois après, ils ont décidé de vérifier si le résultat attendu est bien au rendez-vous. Pour répondre sur le plan, en gros, comment on le construit. Et on le construit avec son savoir-faire, avec ses connaissances, et en partageant ici, là où on se trouve, les idées qu'on a pour améliorer les choses. Les plans sont vraiment individuels. Je ne sais pas si tu m'entends. Très, très bien. Moi, je t'entends. Les autres, j'espère aussi. Merci beaucoup, Louise. Merci Louise, pour ce témoignage très parlant, parce que c'était très concret et ça a permis effectivement d'illustrer qu'un plan d'action, ça doit être co-construit avec les salariés et que ça doit être très proche du terrain et que les idées viennent des gens qui font le travail. Voilà. Donc, merci. Sandrine, petite animation proposée. Oui, alors on ne va pas aller sur le Bicast là, mais dans sondage, vous pouvez voir en bas à droite et vous pouvez répondre
avant qu'on vous donne d'autres éléments, si vous êtes intéressé pour agir en prévention des risques psychosociaux ou pour poursuivre ce que vous avez déjà initié. Voilà, je vous invite à aller sur sondage en bas à droite. Non, Sandrine, on soumet le vote là. J'ouvre le sondage. Voilà. Du coup, on vous invite à répondre. Il y a juste une réponse à donner. Oui ou non. Si vous êtes intéressé pour poursuivre ou pour initier une démarche de prévention des risques psychosociaux. J'espère que ça s'affiche pour tous les participants, normalement. Est-ce que ça marche ou pas, ouais. Ben, moi, je vois que déjà, des personnes ont répondu. On a Bon, des oui qui arrivent. Voilà. Moi, on va le laisser ouvert encore 2 petites secondes. Oui. Vous me dites stop et on l'arrêtera. Alors, tant que j'ai la parole, je vous dis, vous avez de nouveau d'autres questions. Et on reviendra au Bicast à la fin de ce webinaire-là. Alors, j'arrête les votes, j'arrête le sondage. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui, on a 90% des personnes qui sont intéressées pour agir en prévention. 8 personnes qui ne savent pas encore et 2 personnes qui répondent par la négation. Bon, on va poursuivre, du coup. Alors, sur ces résultats, je pense que ça nous encourage à poursuivre, effectivement, Sandrine. Donc, on va rentrer dans la partie comment se faire accompagner, même si au travers des questions, au travers des témoignages, on a déjà bien abordé ces éléments. Donc, on va voir ce que nous vous proposons. Donc, on dispose d'une offre CARSAT. Cette offre, en fait, elle a pour but d'aider les chefs d'entreprise et les instances représentatives aussi à agir. Donc, on va dire le qui. Avec qui on peut agir, il y a différents acteurs, on vous l'a mentionné, il y a les CARSAT, il y a les consultants, il y a les services de prévention de santé au travail qui peuvent être mobilisés. On a des méthodes, et Sandrine vous a évoqué, elle détaillera ça dans une diapositive suivante. On a des méthodes qui ont fait, je dirais, leurs preuves, qui sont faciles à maîtriser et qui vous permettent de réaliser un diagnostic, d'aller jusqu'au plan d'action, sa mise en œuvre et son évaluation. Donc ça, si vous ne voulez pas vous faire accompagner et agir, je dirais, de manière autonome, on a des possibilités. Et puis, ça a été évoqué aussi, des formations, c'est-à-dire qu'on a une offre dans nos CARSAT, Midi-Pi et Languedoc-Roussillon, de modules de formation pour vous aider à monter en compétences sur la prévention des RPS et vous aider aussi à mettre en place les outils d'évaluation et les outils de mise en place de plans d'action. Et puis, le nerf de la guerre, si on en parle, les aides financières, ça a été évoqué à plusieurs reprises dans ce webinaire par M. Régnier qui a pu, avec Thomas Herman, mettre en place une aide financière. Et puis, ça a été évoqué aussi lors des questions. On a des possibilités d'accompagnement pour vous aider sur la mise en place d'actions de prévention des RPS, mais pas que. Je rebondis aussi sur la question de la crèche. On a aussi des aides pour mettre en place des actions de prévention des TMS. Donc, je vais laisser mes 2 collègues, Sandrine Koenig et Nelly Sierra, détailler chaque point de cette offre de service pour vous accompagner. Voilà. Allez-y, Sandrine, je te laisse poursuivre. Merci, oui. Alors, si vous donnez quelques repères, d'une part, au niveau des acteurs, cela repose, et vous avez posé une question, vous avez fait une remarque, cela repose sur l'engagement de l'employeur. Il y a bien sûr le rôle des élus, de l'instance représentative du personnel, les commissions, les CSE et les commissions santé, C2SCT. C'est un point important. Il y a l'obligation, voilà, en tout cas, d'évaluer les risques professionnels et de mettre en place des démarches de prévention.
c'est, comme on vous l'a dit, une démarche participative, rendre les personnes acteurs. L'exemple de la formation PRAP pour les TMS tout à l'heure, sur l'activité physique, c'est également rendre les salariés acteurs et non plus suivre des gestes comme ça a été indiqué il y a 10-20 ans. Donc, la participation est essentielle et c'est important pour les salariés. Il y a bien sûr d'autres acteurs externes à l'entreprise. Les consultants, on vous l'a dit, pour les aides financières, il y a des consultants conventionnés par les CARSAT. Après, il y a d'autres consultants que vous pouvez aussi contacter. Et il y a vos services de prévention et de santé au travail. Je dirais qu'un grand nombre d'entre eux ont une offre pour vous aider sur ce point-là, ce qui n'empêche pas d'en discuter pour votre réflexion stratégique, si on peut dire, pour comment aborder effectivement cette question-là. On en parle, vous pouvez en parler avec nous, avec différents acteurs, même l'inspection du travail peut aussi vous intervenir, en tout cas chez vous, sur ce sujet-là. Donc, il n'y a pas il y a des acteurs internes et externes. Appuyez-vous sur ces acteurs-là, c'est important. Il s'agira aussi de voir quels sont les acteurs internes à votre établissement, à votre entreprise, les HSE, effectivement, il peut y avoir des référents aussi, en lien avec la sécurité et la santé au travail. Sandrine, alors tu peux nous dire si les entreprises souhaitent se faire accompagner par un consultant référencé CARSAT, comment elles peuvent trouver ces consultants? Donc, effectivement, là, il y a des listes dans toutes les régions de France sur nos différents sites CARSAT. Et donc, en Occitanie, il y a la liste côté Languedoc-Roussillon et côté Midi-Pyrénées. Vous avez également ces listes sur le site Amélie qui reprend région par région. Donc, sur Amélie, notamment en lien avec les subventions. Nelly Sierra vous expliquera les conditions tout à l'heure pour les subventions. Pour vous aider au cahier des charges, parce que faire appel à un consultant, alors il y en a qui ont l'habitude de d'écrire un cahier des charges, d'autres pas, Donc là, il y a un petit document aussi, effectivement le ED 6070 qui peut vous aider pour établir votre cahier des charges vis-à-vis d'un consultant. C'est effectivement définir votre contexte, les objectifs, ce que vous souhaitez avoir et de pouvoir en discuter effectivement avec un consultant qui peut vous aider aussi à rédiger, en tout cas qui vous adressera une proposition. Les prestations des consultants, on a abordé tout à l'heure. Il y a effectivement ce qu'on appelle un diagnostic externe, dont vous a parlé Louise Soulier et Monsieur Régnier, où c'est le consultant qui va réaliser la démarche parce que vous ne connaissez rien, parce que le dialogue social est un peu tendu ou beaucoup tendu. Et dans ces cas-là, on préconise effectivement que ce soit un consultant externe qui réalise la démarche. Et à la suite de ça, vous pourrez bien sûr réfléchir comment mettre en place un dispositif interne. Sinon, c'est l'évaluation des risques psychosociaux jusqu'au plan d'action, jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'au suivi et la mesure des effets. À quoi ça sert? Et c'est ça l'essentiel. Nombre d'entreprises ces 10 dernières années ont fait des diagnostics ou une évaluation sans rien derrière. Ça ne sert à rien. Voilà. Si vous adaptez pas le travail aux personnes qui travaillent, à l'homme, comme on dit, c'est de mettre en place des solutions, c'est adapter l'organisation, le fonctionnement de l'entreprise pour une meilleure efficacité et santé au travail. Et on vous a parlé du transfert de compétences, c'est faire avec vous, ce qui est peut-être le moins coûteux. Il y a l'idée de formation-action, de vous accompagner, de tester une évaluation, 2 évaluations, 3 évaluations pour que vous puissiez faire ensuite par vous-même. Le but de la prévention des risques professionnels est que vous deveniez autonome. Il y a aussi la réalisation d'enquêtes. On en parle plus spécifiquement dans le cadre des violences morales ou sexuelles, et c'est aussi obligatoire, ces enquêtes à réaliser dans les 2 mois. Il ne s'agit pas seulement d'établir des faits sur ces violences, mais aussi d'avoir une approche prévention des risques professionnels, c'est-à-dire de rechercher des causes dans le travail. Et ça, c'est un point important. Il y a aussi, ils peuvent vous aider dans le cadre d'enquêtes paritaires, lors d'alerte ou d'atteinte à la santé, et enfin, lors de formation. Voilà ce que je peux dire concernant les consultants.
Tu as évoqué, puis il y a eu une question aussi sur les fiches. Où est-ce qu'on peut trouver les fiches? Où est-ce qu'on peut trouver les informations? On a évoqué souvent l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, et ses méthodologies. Est-ce que tu peux en dire 2 mots, Sandrine? Alors oui, il y a le site inrs.fr où vous mettez RPS et vous aurez de nombreux documents. Ces supports INRS qui sont créés avec l'ensemble des CARSAT de France et donc l'INRS. Il y a notamment effectivement des supports méthodologiques qu'on a pu voir avec Languedoc-Roussillon et d'autres régions. La facilité, la compréhension de ces documents, la rapidité, le cadrage que cela apporte, l'échange qui est favorisé et l'objectif de votre autonomie en prévention des risques psychosociaux. Sans rentrer dans le détail, mais je vais vous présenter 2 outils. C'est effectivement une approche projet où il s'agit de préparer l'évaluation des risques psychosociaux pour identifier les causes, les facteurs de risque. Et là-dessus, il y a la grille GOLAC qui est effectivement reconnue nationalement. Il y a effectivement l'étape 2, l'évaluation des facteurs de risque. Il y a des outils faciles pour cela. Ensuite, l'élaboration du plan d'action. Ça, c'est un point important. Ne vous arrêtez pas à l'évaluation. Ne vous arrêtez pas à un plan d'action écrit. Un plan d'action écrit seulement, ça ne sert à rien non plus. Il s'agit effectivement de mettre en œuvre au moins une action. Et si vous en avez plusieurs, tant mieux, mais au moins une, ou 2, ou 3, ou plus. Pour ensuite mesurer à quoi ça sert. Est-ce que ces solutions mises en place, elles sont plus positives? Qu'est-ce que cela amène? Quel impact ça a? Donc, c'est bien une approche projet, et comme on vous l'a dit, de manière participative. Pour cela, vous avez, on va dire, ce sont des méthodes, parce qu'effectivement, il y a quand même un minimum de réflexion à décider en CSE, en commission santé. On peut aussi vous aider là-dessus par rapport à ces choix. Il y a effectivement l'outil pour les entreprises de plus de 50 salariés avec la grille Excel que vous pouvez renseigner. Et dans le document ED 6403, toute la démarche, la méthode vous est expliquée. Vous pouvez vous appuyer sur un consultant si c'est la première fois pour qu'il vous forme sur un minimum d'éléments sur les risques psychosociaux, leur définition, les facteurs de risque pour bien les comprendre. Parce que quand on le fait une première fois, on ne comprend pas forcément, on n'est pas sûr en tout cas de leur signification. Et pour les petites entreprises, moins de 50 salariés, mais je vois cet outil digital, il est aussi utilisé par des entreprises plus grandes, par unité de travail. Donc là, c'est à vous de réfléchir là-dessus, votre choix. L'outil Faire le point pour toutes les entreprises, TPE, moyenne entreprise, mais je vois il y a des entreprises qui le font quand elles ont 100 salariés, 200 salariés, elles le font par unité de travail. Et il y a aussi un outil Faire le point pour le sanitaire et social, médico-social. Là, à vous d'y réfléchir. L'avantage du digital, c'est que c'est facilitant. Ça vous cliquez, vous avez le rapport avec les couleurs, comme vous pouvez le voir, et ça vous permet de passer peut-être un peu plus de temps sur les actions à mettre en œuvre, les solutions. Mais là encore, le premier outil avec le format Excel peut vous permettre de reformuler les questions. Voilà, c'est à vous d'y réfléchir en tout cas. Donc, Sandrine, ces outils sont disponibles sur le site de l'INRS et ils sont gratuits. Voilà. Donc, autre possibilité dans notre offre d'accompagnement, ce sont les formations. Tu as évoqué à plusieurs reprises la possibilité de monter en compétences dans les entreprises, au niveau du chef d'entreprise, au niveau de l'encadrement, au niveau des salariés. Il existe des formations actions qui sont proposées par nous, par les consultants et aussi par d'autres services de formation. Et également par l'INRS, pour ceux qui veulent effectivement une formation plus approfondie. À titre d'information, il y a aussi le plan régional santé au travail au niveau de l'Occitanie, où nous prévoyons de sensibiliser les entreprises, on va dire début 2024, sur la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail qui font partie des risques psychosociaux. Donc là, on vous invite à aller sur nos différents sites, effectivement, ou à nous poser des questions. Voilà.
Donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Donc, les aides financières. Donc, quelles sont en fait les possibilités qu'offrent les CARSAT pour accompagner les employeurs qui auraient envie d'engager une démarche de prévention des RPS en faisant appel à un consultant référencé dans les listes des caisses CARSAT. Je donne la parole à Nelly, contrôleur de sécurité à la CARSAT du Languedoc-Roussillon. Merci Carole. Donc, je vais vous présenter les différentes aides financières pour vous accompagner à la mise en place d'une démarche de prévention. Alors, il existe 2 aides différentes qui sont mobilisables en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc, la première aide est la subvention prévention. Donc, elle s'applique aux entreprises avec un effectif inférieur à 50 salariés et dans tous les secteurs d'activité. Cette subvention est composée de 2 prestations possibles qui sont au choix, c'est-à-dire l'une ou l'autre, ou cumulables. Donc, la prestation 1, c'est la réalisation d'un diagnostic avec le repérage des facteurs de risque et un accompagnement au plan d'action par un consultant. La prestation 2, c'est l'accompagnement et la mise en œuvre du plan d'action, son suivi et son évaluation par un consultant aussi. Donc, à noter aussi que les 2 prestations peuvent être utilisées à la suite, l'une après l'autre, ou une prestation équivalente qui est non financée au départ. Alors, dans ce cas-là, le diagnostic et le plan d'action devront être demandés et datés de moins de 24 mois. Ces prestations, elles doivent être réalisées par un consultant référencé dans le réseau, comme indiqué, dont on vous a parlé avant. Donc, cet accompagnement pour les 2 prestations peuvent être réalisés de différentes manières. Un accompagnement direct par le consultant ou par des formations-actions permettant à l'entreprise de mettre en œuvre et de pérenniser cette démarche. Parlons du financement. Il est de 70% du montant hors taxe. On demande un engagement de l'employeur avec un montant limite de 25 000 € hors taxe. La deuxième aide financière possible est le contrat de prévention. Cette aide, elle s'adresse uniquement aux entreprises de moins de 200 salariés et elle doit être couverte par une convention nationale d'objectifs signée entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les organisations professionnelles. Vous trouverez la liste des CNO sur Amélie. Les conventions nationales d'objectifs, elles fixent un programme de prévention spécifique et dans lequel sont listés des risques prioritaires en fonction des secteurs d'activité. Donc, en concertation avec les contrôleurs de sécurité qui vous suivent, les risques psychosociaux peuvent être intégrés dans un contrat. Voilà. Donc, questions. Les questions vont porter, comme vous le souhaitez, sur les acteurs que vous pouvez mobiliser pour agir, sur les méthodes, les méthodologies proposées par l'INRS, sur les actions de formation, sur les accompagnements financiers que nous vous proposons ou sur d'autres sujets, bien entendu, si vous avez encore des questions auxquelles nous n'aurions pas amené d'éléments. Donc, je redonne la parole à Anne. Merci Carole. Alors, il y a, oui, encore quelques petites questions. Une question de Jacques. Nous sommes une association de moins de 11 salariés. Dans le DU, est-ce suffisant s'il n'y a pas noté que ces 2 choses, le stress au travail, risque psychologique, fatigue nerveuse, risque physique et violence, risque physique, sommes-nous obligés légalement d'intégrer d'autres points? Donc, je vais donner la parole peut-être à Sandrine là-dessus. La question effectivement des risques identifiés, c'est effectivement dans les risques psychosociaux où il y a les situations de stress et de violence. L'intérêt de votre évaluation est de mettre en évidence différents facteurs de risque identifiés
Ça, c'est un point important. Ce que l'on voit également aujourd'hui, parce qu'il y a l'évolution des prises en compte du détail des différents risques professionnels, c'est la question des violences sexuelles et sexistes au travail. Et ça, c'est un point important à intégrer dans le cadre des risques psychosociaux. Il y a également des entreprises, effectivement, qui intègrent un point spécifique sur la prévention des pratiques addictives, qui est une des conséquences, effectivement, du stress au travail. Est-ce que dans monsieur, c'est Jacques, c'est ça? Est-ce que Jacques peut trouver des éléments de réponse sur le site de l'INRS pour avoir une approche un peu plus guidée pour l'aider dans son analyse? En fait, ma réponse, c'est d'évaluer le document unique. En fait, c'est à la suite de l'évaluation qui va inscrire les choses. Donc, faites l'évaluation des risques psychosociaux et c'est cela que vous allez pouvoir inscrire dans le document unique. Ce n'est pas à l'avance, c'est les résultats et votre plan d'action. Est-ce que l'outil Faire le point peut l'aider? Bien sûr, bien sûr. Donc, Jacques, on vous encourage à aller voir l'outil Faire le point et à procéder à l'évaluation des RPS avec la méthode qui vous est proposée. Il y a un tutoriel, il y a un mode d'emploi, ça va vous aider. Je continue. Une question de Carline. Lorsque les RPS proviennent d'usagers en souffrance, comment aider le personnel pour limiter les dégâts? Alors, les RPS proviennent d'usagers en souffrance. Donc, comment aider sur la charge émotionnelle, effectivement, les hôpitaux, les EHPAD. Oui. Alors, on ne va peut-être pas vous donner les solutions maintenant. Par contre, il y a effectivement des pistes, notamment dans l'outil Faire le point, dans le domaine sanitaire et médico-social. Vous pouvez effectivement trouver là quelques pistes de solutions. Mais c'est un point important, les violences, elles peuvent être internes ou externes. La charge émotionnelle, effectivement, est prise en compte dans la prévention des risques psychosociaux. Alors, on mène avec Sandrine une action auprès d'EHPAD sur une formation action. Et on a eu des directeurs qui nous ont évoqué, en fait, des salariés qui avaient été agressés par des usagers. Donc, il y avait différentes pistes. Il y avait la question de l'accueil, par exemple, où il y avait des personnes qui venaient agresser la personne qui gérait l'accueil. Donc là, en termes d'organisation du travail, il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place. Former déjà la personne en charge de l'accueil pour qu'elle comprenne mieux, en fait, les usagers en souffrance et les conséquences des pathologies de ces usagers et pourquoi ils agissaient ainsi. Ensuite, la possibilité de faire des binômes, la possibilité de faire tourner davantage sur le même poste de travail, la possibilité aussi de donner des moyens d'alerte, des téléphones ou des éléments comme ça. Donc après, tout ça, ça se travaille en fonction de l'organisation. Mais grosso modo, comme le disait Sandrine, on n'est pas là pour vous donner une piste particulière, mais quelques exemples. Et il y a également le document INRS sur les violences au travail, où il y a un certain nombre de pistes possibles. Toujours Carline qui demande, faites-vous des formations à distance? Oui. Oui, la réponse est oui. Donc, sur le site de la CARSAT Languedoc-Roussillon, je crois qu'il y a une formation en octobre où on a encore de la place. Sandrine, de ton côté, tu dois aussi avoir une formation sur des outils d'avril, elle est complète, donc à voir. Après, oui, il y a de la place en Languedoc-Roussillon, je crois, en octobre, et la formation, ça s'appelle « Des outils plus sûrs ». Et l'idée, c'est de vous proposer de faire le tour des outils de l'INRS que vous aviez appelé fiches techniques. Il est 12h10. J'ai encore à peu près 4 questions. Sous quel délai peut être pris en compte une demande d'accompagnement, diagnostic, accompagnement, le PA, vous allez m'aider. Et c'est une question de Nicolas. Plan d'action. Voilà. Peut-être on peut demander à Louise par rapport à son. Alors, oui. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Il y a la notion de quel délai entre le moment où on dépose la demande auprès de la CARSAT, par exemple, et le moment où elle nous répond. Alors là, c'est Sandrine qui va le faire. Ou alors, si la question, c'est à partir de quel moment le consultant est disponible. On peut faire comme ça.
Je pense que une fois que vous avez fait votre document, je pense en un mois, une fois que le document est adressé, Louise, tu avais accompagné des entreprises. La réponse était 1 mois, 2 mois ou plus? Oui, 1 mois, j'avais eu la réponse. Ouais. Au bout d'1 mois, pour une demande de subvention, quand vous avez entré tous les éléments. Après, la disponibilité du consultant, ça dépend. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans l'année quand même. Ah oui. Et puis, il y a plusieurs consultants. Hein. Vous pouvez faire plusieurs demandes. Ouais. C'est ça, il y a plusieurs consultants. Voilà. Ok. Une question de Anne qui nous demande est-ce que ces aides existent aussi pour des exploitations ou entreprises agricoles? Alors là, c'est effectivement le régime agricole. Ça dépend des entreprises si elles sont quand même chez nous. Mais si c'est que le régime agricole, non. Voilà, si c'est des entreprises qui dépendent de la MSA, nous n'intervenons pas. Nous nous occupons des salariés du régime général et la CARSAT. Donc, après, il faut aller voir auprès de la MSA ce qui est possible. Et se renseigner auprès du contrôleur, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais du contrôleur qui suit l'entreprise agricole. Une question de Laure. Bonjour, je n'ai pas compris les possibilités d'aide financière pour l'évaluation, plus la mise en place du plan d'action pour une structure supérieure à 50 salariés. Est-ce que les montants sont définis dans les conventions? On va donner la parole à Nelly. Oui, alors en fait, il existe pour les entreprises dont l'effectif est de moins de 50 salariés, il existe une aide financière qui comprend 2 possibilités. La première prestation, c'est la réalisation du diagnostic et du plan d'action par un consultant. La deuxième prestation, c'est l'accompagnement à la mise en œuvre et au suivi de ces actions par le consultant. Ces 2 prestations, elles peuvent être cumulées ou différenciées, c'est-à-dire je prends la prestation 1 ou la 2. Et ces 2 prestations, elles peuvent être faites directement par le consultant ou alors par une formation action délivrée par le consultant et qui donne à l'entreprise la possibilité de monter en compétence. Est-ce que c'est plus clair? Moi, j'ai l'impression que c'est clair. Hein. Je vous 50 salariés aussi, c'est le contrat. Pardon? J'avais compris que c'était plus de 50 salariés dans la question. Oui. C'est plus de 50 salariés. Quand c'est plus de 50 salariés, ça concerne le contrat de prévention. C'est-à-dire que le contrat de prévention, il faut savoir d'abord qu'il doit être couvert. Pour avoir un contrat de prévention, il faut qu'il soit couvert par une CNO, Convention nationale d'objectifs. Ces conventions nationales d'objectifs sont visibles, si vous y avez droit, sur le site Amélie. Vous tapez CNO et vous voyez votre secteur d'activité. S'il y a possibilité de faire un contrat, ça va apparaître. Il faut que vous preniez attache avec votre contrôleur de sécurité et c'est lui qui sera en concertation avec vous s'il mettra les risques psychosociaux dans le contrat ou pas. Est-ce que là, c'est plus clair? C'est clair, Nelly. Très bien. La dernière question de ce matin, c'est Julie qui nous la pose. Bonjour, peut-on mutualiser un accompagnement entre plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité via subvention et ou contrat de prévention? Alors, sur le principe, oui. Donc, imaginons un groupe d'associations ou d'entreprises, ça veut dire qu'elles vont déposer à titre individuel, si elles ont moins de 50, comme l'a bien expliqué Nelly, une subvention. Donc, ça, pas de souci. Si elles ont plus de 50 salariés et moins de 200, elles vont se tourner vers un contrat de prévention. Et là, elles vont faire appel à le contrôleur de sécurité dont elles dépendent. Donc, sur le principe, oui, mais ça serait bien quand même de rencontrer le contrôleur de sécurité qui a en charge les entreprises. Merci Carole, plus de questions de mon côté. Pardon, c'est le problème, c'est sur la mutualisation qui va être compliqué. Je pense que parce que
dans chaque cas, il faut un devis. Et donc, il faudrait un devis séparé pour chaque entreprise. C'est pour ça qu'il faut qu'elle rencontre le contrôleur pour bien faire le diagnostic du besoin et voir si c'est plus facile de faire une subvention ou un contrat. Donc là, ça mérite d'être étudié. Mais il n'y a pas un rejet immédiat, il faut que ça soit étudié. Du coup, on vous propose de finir en répondant à nos 3 petites questions. Vous avez effectivement, on va vous adresser le lien pour répondre sur Bicast. On vous invite à répondre effectivement à ces 3 questions. La première, pour finir effectivement notre webinaire. La première question, alors, voilà. Je vais essayer de mettre en grand. Voilà, on vous invite donc pour avancer sur la prévention des risques psychosociaux à 12h16. Voilà, aujourd'hui, sélectionnez les besoins qui vous semblent prioritaires pour vous. Contacter, échanger avec un préventeur, être formé, être accompagné, avoir une aide financière ou un autre besoin. Donc, nous vous invitons effectivement à cocher une ou plusieurs de ces réponses et de mettre valider après. Voilà, si vous arrivez, vous cliquez donc sur le lien. Normalement, Anne, tu as pu le mettre dans… Oui, tout à fait. Hein. J'ai mis le lien à disposition dans le chat, donc vous pouvez aller dessus. Donc, il y a déjà 30 personnes voilà, qui ont répondu. J'en profite pour dire que donc, vous avez dû recevoir dans les 5 dernières minutes le support que vous ont présenté mes collègues. Ça a dû arriver dans votre boîte mail. Et le replay sera disponible également, je pense, d'ici 1 heure à peu près. On voit que la formation est un sujet qui intéresse majoritairement les personnes qui ont été présentes au web. D'accord, je vais présenter les résultats. Du coup, pop. On met présentation, présenter, et puis voilà les réponses pour 55. Effectivement, la formation est un peu importante. Mmh. Ensuite, l'aide financière à 53%, suivi du collègue de l'échange avec le préventeur, parce que c'est vrai que l'échange avec le préventeur va quand même aider à avancer sur la démarche, comme l'a bien expliqué Monsieur Régnier, comme l'a bien expliqué aussi Thomas et Madame Soulier. Alors, autre question que je vais essayer de trouver. Voilà, pour conclure votre appréciation sur ce webinaire. Alors, est-ce que je vais réussir ? À le présenter. On le voit, Sandrine. On le voit, Sandrine. On voit les résultats, la répartition, la note moyenne qui est là à ce jour de 4,31 et en dessous, tu vois la répartition des réponses. Et là, du coup, moi, je l'ai perdu. Par contre, tu nous l'as fait disparaître. Donc, on va le remettre. Et la dernière question. Et ne pas oublier les coordonnées pour qu'on puisse être contacté. Voilà, notre dernière diapo. Alors. Bon. Voilà. Merci pour votre appréciation. Merci. Et on va voir la dernière question. Alors. Quel mot vous vient à l'esprit pour qualifier ce temps de présentation, de témoignage et d'échange? Voilà, on va laisser un petit peu de temps, on va laisser 1 minute. Voilà, ouais.
J'en profite pour dire, les personnes n'ont pas encore reçu le support, mais ça va arriver. Il faut que le webinaire se termine et ça va arriver dans vos boîtes. Anne, on pourra ne pas mettre peut-être le Bicast. Ah, mais plutôt les résultats dedans. On pourra les rajouter peut-être directement sur nos sites. C'est une bonne idée. Alors, du coup, je n'ai pas… Tu vois, Sandrine, à l'écran? Je ne vois pas les résultats à l'écran. Peut-être que Carole peut te donner les… Non, moi non plus, je ne les vois pas. Alors, ce qui ressort majoritairement, c'est instructif, hein, c'est suivi d'engagement, intéressant. On repart sur le webinaire. Donc là, on a une note moyenne de 4,27 sur 5, avec une répartition majoritairement 16% ont mis 3 étoiles, 40% des auditeurs ont mis 4 étoiles et 44% des auditeurs ont mis 5 étoiles, pardon, 45%. Alors, j'essaie de retrouver cette slide au niveau de l'activité. Voilà, sur les mots. 59 mots. Alors, est-ce qu'on va trouver… Alors, moi, je ne peux pas t'aider là, Sandrine. Ouais. Les 59 mots. Alors, bon, du coup, le nuage de mots n'est pas tout à fait un nuage, mais on le mettra effectivement sur le… On le mettra, oui, ok. Ouais. Mais on voit la tendance quand même parce que ça ressort, les mots les plus souvent partagés sont plus gros. Constructif, productif, positif, intéressant, confiance, ce sont de jolis mots. Voilà. Merci à vous, on vous les mettra effectivement avec le support. Je reviens à la dernière diapo. Donc, pour présenter, voilà, nos coordonnées. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des besoins de formation, si vous avez besoin d'informations sur les aides financières, si vous souhaitez nous contacter de manière globale sur ce sujet et sur les risques psychosociaux, on va vous mettre les 2 adresses. L'adresse de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc, vous avez les coordonnées mail et puis vous avez aussi un numéro de téléphone, c'est le 04 67 12 95 57 et c'est Sophie que vous aurez au téléphone. Donc, ça, c'est pour tous les départements anciens Languedoc-Roussillon. Et puis, pour CARSAT Midi-Pi, vous aurez un numéro de portable, c'est celui de Sandrine que vous avez eu aujourd'hui, 06 24 49 12 04 et c'est Sandrine Koenig et l'adresse c'est rps-prev@carsat-mp.fr pour l'ancienne région Midi-Pi. Donc je remercie mes collègues de Midi-Pi de Languedoc-Roussillon. Je remercie Madame Soulier de son témoignage, Monsieur Régnier de son témoignage et j'espère que nous aurons la possibilité de poursuivre les échanges avec vous, peut-être par des webinaires futurs pour explorer peut-être davantage certains points et aller dans le détail. Donc, on aura peut-être l'occasion de se retrouver pour une prochaine visio. Je vais peut-être laisser aussi les collègues qui ont envie de donner un petit point de conclusion. Donc, Sandrine, si tu souhaites apporter un petit point. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé. Merci. Régnier. Oui, merci pour ce webinaire. J'aurais aimé pouvoir en bénéficier avant qu'on lance la démarche. Dans notre formation, il nous était indiqué que les coûts induits par la non prise en charge des risques psychosociaux pouvaient s'avérer 2 à 5 fois supérieurs à ceux induits par la prise en charge. Et moi, je voudrais témoigner qu'on est à 5 fois, nous.
dans les coûts, parce qu'on s'y est pris beaucoup trop tard. Donc, moi, je vous invite vraiment tous à entamer une démarche de prévention, en tout cas au minimum à prendre contact avec quelqu'un de la CARSAT, parce que vous allez, vous allez vous économiser du temps, de l'énergie, du moral, de l'épuisement. Voilà, si c'était à refaire, nous, on le referait beaucoup plus tôt, quoi. Donc, n'hésitez pas. Et bonne journée à tous. Thomas? Bonne journée également à tous et je remercie vraiment Monsieur Régnier pour son témoignage qui je trouvais parlant pour tout le monde et voilà, je vous en remercie vraiment, ça fait du bien que vous partagiez votre expérience sur cette thématique qui n'est pas toujours évidente à aborder, que ce soit dans une association ou une entreprise. Donc je suis très content que vous ayez participé à ce webinaire. Merci Thomas. Nelly, notre incitation financière. Je voulais remercier tout le monde et puis on va se revoir certainement bientôt pour tes aides financières. Très bien. Bonne journée. Merci. Anne, un petit mot? Non, moi, je trouve que tout est intéressant au niveau des témoignages et je trouve que la conclusion de M. Régnier va parfaitement dans ce sens. Et il nous reste Louise, si elle est encore parmi nous, si elle veut apporter un petit point. Voilà. Louise n'est plus là. Bon. Mais on lui posera la question néanmoins. Anne, excuse-moi, Louise est là, oui. D'accord. Louise, un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. La première demande concerne la formation. La formation va nous donner des connaissances théoriques et elle va nous donner une méthode. Cette méthode, il va falloir l'appliquer. Sans application de la méthode, il n'y a pas de prévention des risques psychosociaux. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.